Cette semaine à l'émission, on découvre l'organisme Sopfeu et on s'envole en gyrocoptère avec Ludovic Bourgeois. Quand je vois un avion dans le ciel ou un hélicoptère ou n'importe quoi que je vois, pour moi, ça sonne liberté. J'ai l'impression que l'homme veut voler depuis toujours, puis que maintenant, avec la technologie qu'on a, on est capable de le faire, fait que pourquoi pas en profiter, t'sais. Ça m'intrigue énormément. Puis j'ai le goût de voir si ça me fait triper autant que je pense. Puis c'est une bonne façon de le faire, c'est en étant entouré de gens qui connaissent ça, tu sais, comme faut. Fait que je suis bien excité de vivre ça. Avoir un avion, on associe tout ça à être multimillionnaire ou milliardaire, tu sais. Fait que d'avoir des machines qui sont relativement abordables, que c'est facile d'accès, on a ces accès-là au Québec. Puis justement, il y a plein de machines que je connaissais même pas. Tu veux-tu le prendre un petit peu? Ah ben oui, certain. OK. Fait qu'on prend le manche, c'est ça. À droite, ça va à droite, à gauche, ça va à gauche. Tu peux l'essayer, moi? Oui, vas-y doucement. Là, il y a l'autre là-bas, hein, ouais. L'autre à côté. Fait qu'à droite un peu maintenant. C'est ça. Yes. C'est ça. T'es quand même sensible, hein? Oui, oui. Fait qu'on y va toujours doucement. Ouais. Vers l'avant, ça descend. Vers l'arrière, ça monte. OK. David, merci de m'accueillir ici. On est à Saint-Apollinaire, mais on est où ici? C'est une piste d'atterrissage? On est à l'aérodrome de Saint-Apollinaire. L'aérodrome. Exact. Je vois les machines, ça a l'air des hélicoptères là, pour moi, mais c'est comme l'ancêtre d'hélicoptère, je comprends bien? Exactement. Cette année, l'Autogir fête son 100e anniversaire. Ah oui? Et comme tu disais, l'Autogir, c'est l'ancêtre de l'hélicoptère. Donc, c'est des rotors libres en vol au lieu d'être des rotors motorisés comme l'hélicoptère va être. Fait que l'hélice, elle se fait tourner par le vent qui rentre en dessous. Exactement. Il y a quand même une hélice. Il y a une hélice en arrière qui est motorisée, celle-là. Exact. Donc, l'hélice nous pousse pour faire prendre la vitesse et le rotor nous fait planer. Donc, on plane grâce au rotor, on se fait pousser grâce au moteur et on change l'angle de planer dans lequel on va voler. Là, puis on va prendre de la vitesse, prendre de la hauteur. Ah, c'est malade, c'est incroyable. C'est ça qui chauffe, là, c'est pas moi, là. C'est incroyable. Tu sais que la première fois que tu fais de la moto, là, moi, c'était un peu ça que j'avais comme feeling. Oui, hein? Ouais. Un peu de nervosité, puis un petit peu de concentration en même temps. Ouais. Yes, on suit le chemin, mettons le rang là, qui est là. OK, c'est ça s'enligne. Ouais, on s'enligne par là. OK. Puis c'est ça que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de machines qui volent qu'on sait même pas qu'elles existent. Il faut s'informer ou du moins se le faire mettre dans le visage pour qu'on puisse le comprendre. C'est quoi à peu près la vitesse moyenne d'une machine comme ça? Ça va entre 120 et 195 km/h. La vitesse à laquelle on arrive, c'est vraiment peu. C'est très lent, exact. Autour d'une vingtaine de kilomètres/heure max, là, on va poser les roues. Et toi, t'es instructeur. Ça fait longtemps que t'es instructeur? Oui, dans l'ultra-léger, là, depuis les années 2000. OK. Donc, ça fait 23 ans. Et de l'autogir depuis 2010. Comment qu'on fait pour prendre c'est un cours qu'on prend? C'est une licence qu'on vient prendre? On t'appelle puis on dit « David, je veux conduire un autogir. » Exactement. Okay. Il y a une formation de pilote qui est reconnue par Transport Canada pour aller chercher un permis de pilote autogir. Et ce permis-là requiert 40 heures de théorie puis 45 heures de vol. Ah, c'est malade. Super, ça. Hey, c'est fun, là. Wow. Je la tiens tellement serrée, là. Oui, tu peux te détendre tranquillement ta main, hein, vraiment, le détendre. Ouais, là, c'est ça que je réalise, là. T'es tout le temps en train de te gager, là. T'es tout le temps en train de garder ton... de le ramener à droite, de le ramener à gauche. Une petite affaire, mais si tu te détends, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de le garder stable. L'espace aérien, là, quand on vole avec une machine comme ça, faut-tu parler à un tour de contrôle? C'est quoi les réglementations quand on est dans les airs? J'imagine qu'il y en a parce qu'il y a d'autres machines qui volent. Effectivement, mais c'est ça. Ça dépend justement où on va voler. L'espace aérien va être classifié en plusieurs types d'espaces. Et les espaces aériens qui vont être contrôlés, bien, il y a possibilité d'aller là si on a l'équipement requis pour cet espace-là. Souvent, ça va être un radio et un transpondeur qu'on va avoir besoin. Demander la permission, avoir la permission, puis après ça, on peut rentrer dans les espaces aériens contrôlés, qui représentent vraiment une petite partie du pays, là. On peut voler vraiment à beaucoup d'endroits, là, quasiment 90% du pays est non contrôlé. Fait que là, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un, on a simplement besoin d'avoir la permission pour décoller de l'endroit où on va avoir la décoller. licence ou le permis. Les permis requis, exact.
Et on peut voler là, dans l'espace aérien contrôlé, non contrôlé, pardon, comme on veut. Là. Trafic dans le secteur de l'orientation, on autogire Foxtrot, Alpha Kilo Foxtrot. On est 2000 pieds à monter 3000 à 5000 à l'est de l'orientation. Pour un vol local. Compris, Foxtrot, Alpha Kilo Foxtrot. Mais l'espace aérien, c'est une affaire de territoire, c'est pas une affaire de hauteur, là. Exact. Ça va dépendre des endroits. Il y a des espaces qui vont être à certaines hauteurs jusqu'à telle hauteur. Donc, des fois, on peut passer en dessous. Des fois, on peut passer au-dessus des espaces aériens qui sont contrôlés. Il va y avoir des espaces aériens à usage spéciaux, comme pour de l'entraînement, de la voltige, les espaces aériens militaires ou simplement au-dessus des prisons ou des endroits où on va dynamiter. Donc, on va isoler ce secteur-là, puis on va avertir les pilotes sur les cartes aéronautiques de attention à ce secteur-là par un zonage, là. J'adore ça. Cool, tant mieux. C'est ça le but aussi un peu, là, c'est de découvrir, puis... Tu sais, c'est stable, là. Regarde les nuages qu'on a, là, eux autres, ils vont dire qu'ils se sont fait brasser, c'est sûr, là. Ah ouais, tu penses? Ouais. Regarde les gros nuages qu'on a, en ce test-là, c'est sûr qu'ils se sont brassés à la face. Nous autres, on bat notre café, là. Ah ouais, exact, non, c'est smooth, là. Tu sais, imprimé, là. Ouais. Les moteurs là-dessus, c'est, si j'ai entendu, c'est Bombardier qui avait... Bien, c'est des moteurs Rotax, exact, des moteurs aviation. Donc, c'est tout doublé, double allumage, double pompe à gaz. C'est vraiment fait pour pas arrêter en vol. C'est inspecté aussi par des mécaniciens certifiés. Doublé, ça veut dire quoi? C'est que c'est un spare, genre? Bien, en fait, c'est qu'il y a 2 systèmes d'allumage par cylindre. Donc, il y a 2 bougies par cylindre, 2 systèmes indépendants qui vont allumer le moteur au bon moment. Donc, s'il y avait défaut de un système, ben l'autre, il est déjà en fonction. Il est déjà en fonction. Exact. Fait que, puis 2 pompes à gaz pour assurer une bonne alimentation d'essence au moteur. Fait que ton maintenance, c'est de mettre du gaz dedans. Puis, Exact. Vérifier l'huile, vérifier le liquide de refroidissement, avoir une bonne formation aussi, c'est important. Puis venir reprendre des formations de temps en temps. Une fois qu'on est rendu pilote, là, c'est toujours bon de revenir enlever les faux plis, là. Eh bien, merci, David, de la belle journée. Ben, c'était un plaisir. C'était vraiment le fun. Puis oui, on garde les surprises. OK. Salut. Quel rôle joue le Canada dans la Station spatiale internationale? La réponse après la pause. Le Canada, avec la NASA, la Russie, le Japon et l'Agence spatiale européenne, ensemble font partie du programme de la Station spatiale internationale. Notre contribution, c'est évidemment le bras robotique Canadarm2, avec lequel la station a été fabriquée. En échange de ça, on obtient des vols d'astronautes, évidemment, et surtout du temps pour nos scientifiques pour faire des expériences à bord. Ici, on est à l'aéroport de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, et derrière moi, on a la station d'information de vol de Sept-Îles. La région est super belle. J'ai une proximité avec la nature vraiment incroyable. J'étais à 5 minutes de la plage de ma maison. Je peux faire 10 minutes, puis je suis totalement perdu dans la forêt, dans les montagnes. Si je veux aller faire une randonnée plus loin, ben ça se fait super bien aussi, là. Donc, c'est vraiment un gros plus ici. J'ai travaillé dans plusieurs domaines. La restauration, j'ai été serveur, j'ai été maître d'hôtel dans des mariages. Quand je suis tombé sur le site de Nav Canada, j'ai vu que le seul prérequis, c'était pas des études, c'était juste un secondaire 5. Puis j'avais pas un parcours stellaire à l'école, donc je me suis dit que je pouvais tenter ma chance.
toute la formation est faite par NAV Canada. Pas besoin d'être pilote, pas besoin d'avoir des bases en aviation. La formation est faite de A à Z par NAV Canada. Donc, les premières formations qu'on a sont basées sur la base de l'aviation. Pour rendre ça le plus simple, là, dans le ciel, oui, il y a des routes. Les vols aux instruments, les vols contrôlés vont se faire aligner sur des routes, des points fixes qui vont venir rejoindre pour que les vols soient pas totalement chaotiques. Et il y a aussi des altitudes qui vont être à respecter, tout dépendant de la direction que vous allez. Autant en vol VFR, des petits aéronefs qui volent à basse altitude que les gros porteurs qui volent très haut dans le ciel. Donc ici, c'est l'aéroport de Sept-Îles. On est centré là-dessus. On a en orange, ça va être différents points de compte-rendu VFR. Donc, on a Pointe-Noire ici. Les avions VFR vont nous donner des points de compte-rendu, dire je travaille les avions qui volent en vol à vue, donc qui n'ont pas des instruments, ils vont dire bon, ben je passe au-dessus du pont de la Rivière-Moisy. Quand je parle à un pilote, je vais faire premièrement un balayage de tous mes écrans pour aller chercher toute l'information que j'ai besoin. Premièrement, j'ai un écran qui va me donner toutes les informations de vent, la température et d'altimètre. Donc, je vais avoir toutes ces informations-là tout ensemble sur un écran. J'ai un autre écran où je vais avoir mes informations radar. Donc, mon radar fixé sur l'aéroport. Je vois les aéronefs sont où. Je vais savoir c'est quel aéronef, quelle altitude, quel type, quelle vitesse, dans quelle direction ils se déplacent. Quand on arrive à Sept-Îles à 3000 pieds, là, si vous arrivez de l'est, disons, vous allez passer au-dessus de la baie de Sept-Îles, où il y a des gros transporteurs marins, le port en eau profonde, la ville, vous passez au-dessus de la ville pour finalement venir à l'écart de la ville où il y a l'aéroport. Inform Sept-Îles Radio, you have information Foxtrot. Sept-Îles information Foxtrot, weather at 15000. Quand je suis en poste dans la tour, mon travail, c'est de donner les bonnes informations aux pilotes pour qu'ils prennent les bonnes décisions sécuritaires par rapport au trafic, à la météo et tout ça. Les véhicules qui circulent sur l'aéroport, là, c'est moi qui ai le contrôle des véhicules. Donc, les techniciens qui vont se rendre aux différentes antennes sur le site, ils doivent me demander une autorisation, puis c'est moi qui vais contrôler si oui ou non ils peuvent y aller. Et donc, les véhicules sur la piste, leur dire de quitter la piste quand il y a un aéronef qui vient atterrir. Il y a beaucoup de ressemblances mentalement de la manière que je fais mon travail à quand j'étais serveur. Parce qu'on va avoir différents avions qui vont arriver à différents moments, des différents départs, différentes arrivées. En service, ben, tu as aussi la même séquence aussi. Les gens vont arriver, ils vont vouloir prendre un verre, prendre une entrée, un plat principal, ils vont partir, ils vont payer. Un avion va prendre sa préautorisation, son autorisation, un service consultatif va décoller, on va le transférer à Montréal. Donc, on dirait que les liens se ressemblent. La formation de FSS, de spécialiste d'information de vol chez NAV, ça va durer 7 mois. Des modules, module après module, des examens aux 2 semaines, sensiblement, où ça demande quand même ça prend un 80% pour qu'on continue. Donc, on étudie beaucoup d'études, beaucoup de révisions. Quand j'ai appliqué, j'ai envoyé principalement mon CV. Par la suite, ils m'ont envoyé une réponse pour dire « Clique sur ce lien-là, on va faire des tests cognitifs. » Tu reçois un autre courriel de NAV Canada qui dit « Félicitations, t'as passé, tu vas être invité à la prochaine étape. » NAV Canada s'occupe très bien de ses employés. On a beaucoup d'initiatives de santé bien-être, beaucoup de reconnaissance pour les gens. Donc, des fois, on va avoir, au centre de Montréal, ils vont avoir un food truck. Ici, on va avoir, on va se faire payer le dîner, juste histoire qu'il y ait de la reconnaissance pour les employés. Si j'avais une chose à dire à quelqu'un qui veut essayer chez NAV Canada, qui a peut-être des doutes, c'est que c'est faisable. C'est pas quelque chose, c'est pas comme être astronaute, aller sur la Lune, où c'est une personne sur 1 million qui va pouvoir le faire. C'est faisable d'être travailler dans ce domaine-là. Puis c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment enrichissant, c'est challengeant, j'adore toutes mes journées de travail. Aviateur Québec, la plus grande association d'aviateurs d'Amérique depuis plus de 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous.
Cette année, c'est une année spéciale. Ça fait 30 ans qu'on soutient la Californie dans leur exercice de combat des incendies. Alors, on opère au Québec, mais il y a beaucoup de collaborations internationales, beaucoup avec les Américains, évidemment, lorsqu'il y a une situation critique, soit chez nous, soit dans une province limitrophe ou aux États-Unis. Bien évidemment, lorsque les disponibilités, on la met au profit de nos collaborateurs. Particulièrement cet été, ce qui est visible et ce qui a été vu, c'est la mission d'extinction des incendies pour lesquelles les équipes ont fait un travail extraordinaire. Et l'expertise du Québec, elle est reconnue et on est particulièrement sollicité. Lorsque quelqu'un appelle à la SOPFEU pour déclarer un incendie, là, ici, au Centre provincial de lutte, ils vont émettre une alerte qu'ils vont distribuer à une des régions, normalement la région la plus proche. Et à partir de là, on va envoyer des pompiers faire l'attaque initiale au sol, soit par voie de véhicule terrestre ou par voie héliportée, dépendant de l'endroit de l'alerte. Puis aussi, c'est là qu'on va déterminer dans chaque région si on va donner un support avec les avions-citernes pour l'attaque initiale. Pour que ces avions-là volent, il y a une logistique, le transport des équipages, l'hébergement, la nourriture. On a une équipe qui a travaillé d'arrache-pied cet été pour supporter l'ensemble de la mission. Mon rôle, c'est chef régulateur. Donc, un chef régulateur, dans le fond, mes fonctions, c'est de s'assurer que mon équipe coordonne correctement tous les mouvements des appareils du service aérien gouvernemental. Donc, moi, je m'assure qu'eux aient les bons outils pour que, justement, tous nos vols soient sécuritairement effectués. On peut avoir un briefing qui paraît assez simple, mais que, dans le fond, il y a beaucoup de complexité. Pour ce qui est de la prévision, ça reste beau toute la période. Il y a un petit tempo qui dit que ça pourrait descendre à 500 pieds broken, 2000 dans la brume. OK. À l'heure qu'on va arriver, les vents vont être du 200 à 7 nœuds, plus de 6000 de visibilité, 2500 pieds broken. Ici, éventuellement, il va y avoir des précipitations. Okay. Les précipitations, c'est pas avant 18 heures Zulu. Okay. Techniquement, on devrait être bon pour se poser. On devrait être bon pour même repartir pour Wichita avant que le système arrive. OK. La SOPFEU et le service aérien gouvernemental, on est très liés. On est liés parce que la SOPFEU, premièrement, eux sont responsables de l'ensemble des opérations, donc d'extinction des incendies de forêt. Ils vont planifier, ils vont coordonner, ils vont superviser. Alors que nous, on va intervenir dans les opérations aériennes, sous la gouverne de la SOPFEU, évidemment, mais pour un volet spécifique, les interventions à l'aide des avions-citernes. Alors, nous, on fait les interventions à l'aide des avions-citernes, mais pour l'ensemble de l'intervention, c'est-à-dire la mécanique, l'entretien de l'avion, le pilotage, le largage est fait sous la supervision des aéropointeurs, mais le moment de peser sur le largage, évidemment, c'est nos équipes qui ont l'expertise et qui font ça. L'aéropointeur, c'est la personne qui dirige l'opération d'avion-citerne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les avions-citernes, eux autres, ils arrivent vite. Leur but, c'est d'emmener le plus d'eau possible. Puis ils ne voient pas vraiment le travail qu'ils font parce qu'ils larguent en arrière d'eux autres. Donc l'aéropointeur, c'est un spécialiste de comportement de feu. Il va faire l'analyse de feu, puis c'est lui qui va déterminer les meilleures places pour larguer, pour en venir à pouvoir arrêter temporairement l'incendie. C'est quand même assez physique d'opérer un 415. Quand on touche à l'eau, étant donné que les probes sont descendues, on le sent, c'est pas comme un atterrissage. Fait on va comme à côté d'une ceinture, puis ensuite, il faut contrôler la machine. L'entretien, en fait, consiste à s'assurer que l'avion soit en état de navigabilité. À tous les jours, on fait un tour de l'appareil pour vérifier que tout soit conforme au manufacturier, vérifier le système à l'eau, vérifier les moteurs, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, s'assurer que l'avion est prêt, en fait, pour la mission. C'est surtout des problèmes au niveau du système à l'eau qui est plus critique parce que c'est le système qui est le plus sollicité sur cet appareil-là. Le 415, l'avantage, c'est qu'il est assisté hydrauliquement comparé aux anciennes machines qui est 215 pistons, qui n'est pas assisté hydraulique, donc qui est beaucoup plus physique. Ensuite, il faut avoir une bonne endurance à la chaleur. Il fait beaucoup plus chaud proche des feux de forêt.
Et puis ensuite, il y a beaucoup de turbulences aussi. Là, fait que, côté endurance physique, c'est plus demandant qu'un vol commercial à haute altitude. La particularité d'un pilote citerne, c'est qu'il faut que tu aies des heures de flotte. Donc, il faut que tu aies des heures, justement, d'amérissage sur l'eau. Tu te dois d'acquérir une certaine expérience. Une fois que tu as cette expérience-là, que tu rencontres les requis pour rentrer au service aérien, ce que tu fais, c'est que tu vas commencer comme premier officier. Ouais, les particularités pour voler un avion, un 415, un avion citerne, c'est sûr qu'on fait du vol à basse altitude, du vol, faut s'adapter aux conditions climatiques changeantes autour d'un feu de forêt. Le feu de forêt crée un petit peu son système météo, donc les vents peuvent changer de bord. On peut arriver au lac puis avoir les vents qui sont complètement virés de côté en dedans de 2 minutes. On va faire un écopage, exemple, face au sud, et puis la fois d'après, il va falloir être plus face à l'est ou face à l'ouest selon les conditions qui ont changé avec le feu de forêt qui sont là. Des saisons comme cette année, en 2023, un pilote citerne a fait facilement 100 écopages dans la journée, en 2 missions de 4 heures. Donc ça, c'est sans poser, décoller, plus l'atterrissage sur la piste d'atterrissage. Donc c'est des écopages, 100 écopages, c'est quand même assez intense. Là. Les changements climatiques nous poussent dans des situations extrêmes. Alors on va toujours prioriser, évidemment, les interventions au Québec, mais on va toujours demeurer ouvert s'il y a des besoins chez nos partenaires. Alors ça aussi, ça anime mon sentiment de fierté. Fierté de contribuer, mais fierté aussi du professionnalisme que l'ensemble des équipes font. J'espère que vous avez apprécié nos aventures cette semaine. On se voit la semaine prochaine, bien sûr, avec un aventurier qui a traversé l'Atlantique en ULM.